Alors, est-ce que vous apercevez mon écran, mon navigateur? Oui, oui, on voit. Mhm. Oui, oui. Super. Donc, du coup, je pense que ce slide-là me présente déjà. Et pour préciser pourquoi je parle de e-commerce, c'est justement parce que j'ai déjà eu accès à 3 sites e-commerce. Donc, du coup, j'ai appris pas mal de choses que je vais essayer de partager avec vous, qui pourront vous servir si un jour vous pensez. Alors, quelles sont les solutions pour créer un site e-commerce? J'ai catégorisé ça en 3. Dans un premier temps, c'est que tout développeur faisait auparavant, c'était les développer from scratch, partir de zéro. Donc, du coup, PHP, HTML, CSS. Sauf qu'aujourd'hui, pour faire ça, soit tu fais ça parce que tu vas apprendre, genre à coder, soit, je sais pas, je dirais quelque chose qui va pas, quoi, parce que du coup, un site e-commerce, c'est un truc vraiment balèze, donc aller de zéro et mettre toutes les fonctionnalités à place, c'est chaud quand même. Donc du coup, autre chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est passer par un framework. Ça, puis là, j'ai mis Symfony, mais ça aurait pu être Laravel, ça aurait pu être Django, je sais pas, n'importe quel framework, quelques PHP, n'importe quel framework web. Mais c'est quand même plus compliqué. Parce que du coup, derrière, vous codez certaines fonctionnalités qui sont un peu plus difficiles à mettre en place. La deuxième solution, c'est de passer par les CMS. Et ça, c'est par là que la quasi-totalité des sites e-commerce passe. Et donc, on va voir les CMS tout à l'heure. Dans les CMS les plus connus, il y a Shopify, il y a WooCommerce, il y en a d'autres, tels que Magento. On les verra tout à l'heure. Et le troisième cas, c'est pas tellement du développement. Donc, du coup, ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent vendre, qui ont des produits à vendre et qui ne veulent développer aucune solution, donc ni en utilisant les frameworks, ni en passant par les CMS, ni à partir des zéros. Donc, pour ça, ils peuvent se rapprocher des marques qui existent. Il y a Amazon, il y a eBay, il y a AliExpress, il y en a tellement. Après, c'est vrai, vous me direz que ouais, est-ce qu'on peut vendre à partir du Gabon? On essaiera aussi de voir ça, mais bon, c'est quand même intéressant de souligner que voilà, si on a des produits à vendre et qu'on ne veut pas passer du temps à faire du développement, on peut utiliser les plateformes existantes. Les CMS. Les CMS, ce qu'il faut savoir, c'est que 37%, le commerce représente 37% du marché des CMS e-commerce. Et WooCommerce, en fait, c'est une extension de WordPress. Et c'est logique quand on voit le nombre de sites web qui tournent sur WordPress. Côté de WooCommerce, on a Shopify. Shopify qui est très intéressant aussi. Et Shopify, la seule contrainte, c'est que c'est payant par mois. Du coup, j'avais déjà essayé une fois. Il y a une version d'essai de 15 jours. Et ensuite, vous commencez à payer une histoire de 20 jours, je pense, si je me souviens bien, par, par mois. C'est ce que moi, je trouve cher parce que du coup, derrière, quand tu commences, non, c'est pas 20 euros, je pense que c'est plus. Je vais vérifier. C'est assez cher parce que du coup, quand tu commences, tu n'as pas encore les clientèles et voilà, c'est pas très rentable de commencer par Shopify. Mais l'avantage de Shopify, c'est que tout est personnalisable. Pour une personne qui connaît rien en informatique, peut ouvrir un site Shopify en un jour. Tu rentres, on te dit juste vas-y, fais ça, et rentre le nom du produit, rentre les images et tout. C'est vraiment très simple à utiliser. Et donc, c'est quand même cher. Et il faut savoir aussi, en plus de l'abonnement mensuel sur Shopify, il y a des installations aussi qui sont payantes. Et la plupart des installations sont payantes. Donc là, il faut donc à chaque fois sortir la carte bancaire pour payer telle installation pour faire telle chose. Mais hormis ça, c'est vraiment facile d'utilisation et c'est aussi très utilisé. Pour un exemple, par exemple, le site de
comment elle s'appelle la fille? C'est une Kardashian, là, celle qui vend les produits de beauté. En fait, c'est l'un des plus gros sites d'e-commerce qui avait été fait avec Shopify. Et je pense que c'est aussi le site qui l'a rendu milliardaire, un truc comme ça. Donc, du coup, ça veut dire que c'est une solution qui est très utilisée et ça marche bien. Big Commerce, Big Commerce, je ne connais pas trop. Ce n'est pas encore très développé, mais j'en entends de plus en plus parler. Donc, du coup, j'ai voulu le placer là pour les personnes à qui ça peut intéresser. Et après, on a Magento, qui est aussi une solution alternative qui est pas mal. Mais par contre, aujourd'hui, on va plus se focus sur WooCommerce parce que du coup, c'est du WordPress. C'est facile à configurer. C'est peu coûteux parce que la plupart des installations que tu as dessus et tout, c'est gratuit. Donc, pour moi, c'est la solution la plus intéressante à vous montrer. Donc, avant de revenir en profondeur sur WooCommerce, on va essayer de voir on va essayer de voir un peu tout ce qui tourne autour d'un site e-commerce. Et on a la partie paiement. La partie paiement, on a plusieurs solutions en fonction des pays. En général, dans le monde, les solutions qui sont utilisées, c'est PayPal, Stripe, c'est surtout PayPal et Stripe. Après, il y a Square et il y en a plein d'autres. Et l'icône de la banque, c'est juste parce qu'il y a des banques qui mettent en place des API pour que les développeurs puissent directement intégrer leur API et puissent faire accéder aux clients au paiement à partir des données de la banque. Et autre solution que j'ai mis là, l'icône de téléphone, c'est pour dire la partie paiement mobile avec des solutions comme MobiCash, et paiement, Airtel Money et tout comme ça. Mais ça, je ne saurais pas trop développer parce que je ne pense même pas que c'est déjà possible. Peut-être dans d'autres pays, mais je ne sais pas. Au Gabon, bon, je ne dirais pas plus là parce que je ne me connais pas, mais bon, si c'est possible, c'est aussi intéressant de proposer aux personnes qui viennent acheter de passer par du paiement mobile. Pour la banque, c'est bien, mais c'est pas très recommandé de le faire dans le code. On a eu un cas, une étude de cas où il y avait un gars, un site e-commerce au Maroc, où le gars, en fait, lors du paiement, il recevait les informations bancaires des clients et il les enregistrait dans la base de données en clair. Ce qui fait qu'il avait toutes les cartes bancaires, toutes les personnes qui avaient acheté, il avait les infos de la base, les infos de la carte en base de données. C'est vraiment, vraiment très dangereux, surtout si le site arrive à être hacké. Ça veut dire que tu peux utiliser toutes ces cartes bancaires, sachant que la plupart des cartes bancaires, il suffit juste de rentrer les identifiants qui se trouvent sur la carte pour pouvoir acheter n'importe quoi en ligne. Mais bon, il y a des banques qui ont pu sécuriser les API qu'ils proposent. Stripe et PayPal, ils sont dans plusieurs pays. Au Gabon, ça reste à vérifier, mais au cas où une personne voudrait les utiliser au Gabon et qui ne permet pas de créer un compte, parce que Stripe, vu que c'est des solutions de paiement B2B, donc avec les entreprises, ils prennent l'argent des personnes, donc il y a un niveau de sécurité, ils vont vouloir savoir qui vous êtes et peut-être demander une carte d'identité. Et pour ça, si vous tenez vraiment et que vous avez quelqu'un dans un pays où c'est éligible, dans un pays européen, par exemple, vous pouvez prendre ces informations et vous utilisez, vous créez son compte avec son adresse en Europe ou aux États-Unis, ça dépend. La la deuxième partie, c'est le transport. Donc, une fois que la personne a payé sur votre site, il faudra livrer la personne. Pour le transport aussi, en général, il y a des solutions comme DHL, FedEx et la Poste de la France, où il y a aussi la Poste Gabon. Mais en général, quand vous prenez des solutions comme DHL ou FedEx pour faire vos livraisons, si c'est un site qui a, par exemple, qui a beaucoup qui a beaucoup de trafic et donc qui génère,
voilà, qui vendent régulièrement et tout, vous pouvez négocier un bon contrat avec ces entreprises-là pour baisser les coûts des livraisons. Mais sinon, si c'est les livraisons unitaires une fois par semaine et tout, ça peut revenir très cher. Et c'est aussi à voir si DHL et FedEx au Gabon proposent ce genre de solutions. Mais il y en a beaucoup plus. Ici en France, il y en a encore plus. Et la Poste, c'est, je pense, à moins cher. Et moi, j'avais fait une expérience avec la Poste. J'avais essayé d'envoyer, acheter un colis via Amazon et envoyer via la Poste jusqu'au... La Poste, j'ai envoyé au Gabon ou au Congo. Je pense au Gabon. Et c'est pas arrivé. Donc, je pense que la Poste du Gabon ne fonctionne pas très bien. Savoir. Mais au niveau local, par exemple, au Gabon, vous pouvez mettre en place vous-même des solutions. Vous connaissez, vous avez une voiture et tout, quand une personne commande et tout. Voilà, vous vous débrouillez à livrer la personne. Et si jamais vous voulez vendre du Gabon dans les autres pays, par exemple, si vous avez créé un truc via une marketplace Amazon et tout, ben, vous pouvez voir avec DHL et autres qu'est-ce qu'ils peuvent vous proposer. Alors, le dropshipping. Qu'est-ce que c'est le dropshipping? S'il y a des gens qui ont déjà entendu parler du dropshipping, vous pouvez écrire dans les commentaires. Et du coup, je vais expliquer le dropshipping, c'est quoi? C'est juste le principe qui consiste à créer une plateforme de vente, donc disons un site e-commerce, sans avoir des produits à vendre. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça vous, euh, ça vous libère de pas mal de choses à gérer. Donc, vous n'aurez pas à gérer des stocks, vous n'aurez pas à gérer la livraison. Vous aurez juste à créer votre site web et à faire du marketing pour que les gens achètent sur ce site web. Et comment ça se fait, comment ça se passe? Vous créez le site web, vous avez, vous avez une autre entité, donc une autre entreprise qui a des produits. Et chaque fois qu'un client achète sur votre site web, vous passez la commande automatiquement chez le fournisseur et c'est le fournisseur qui s'occupe d'envoyer le produit au client. Et c'est un modèle qui s'est beaucoup développé en France. Il y a des jeunes qui sont devenus millionnaires via ce modèle-là. Et si vous tapez sur YouTube dropshipping, vous verrez, il y a plein de personnes qui proposent des formations, qui vous disent, qui vous racontent. Après, il y a beaucoup de fake aussi, parce que c'est un buzz et du coup, il y a du fake même. La plupart, la plupart des informations sont vraies. Et j'ai mis le logo d'AliExpress pour signifier le fait que la plupart des gens qui font du dropshipping passent par AliExpress. Pour ceux qui ne connaissent pas, aliexpress.com, c'est un site e-commerce chinois. C'est un peu comme Amazon. Et pourquoi AliExpress? Ben déjà parce que sur AliExpress, les prix sont très très bas, vu que le Made in China, donc c'est des produits qui sont fabriqués en Chine, sont moins chers, ça on le sait tous. Les gens, au lieu de faire du dropshipping avec des gros sites qui vendent des produits, supposons que je vends des mèches. Si je me fais si sur mon site, je vends des mèches à 50 euros, si je les prends sur Amazon, je vais peut-être les acheter à 40 euros pour les vendre aux clients à 50 euros. Et du coup, j'ai 10 euros de gain et sachant que derrière 10 euros, il y a encore des charges que je dois payer. Alors qu'en faisant sur AliExpress, tu vas trouver ces mèches-là à 10 euros. Donc, tu as 40 euros, par exemple. Tu as une grosse marge. Voici un peu l'avantage que présente AliExpress. Après, AliExpress a ses des avantages parce que du coup, c'est un gros site et c'est une marketplace. Donc, il y a beaucoup de vendeurs qui viennent vendre sur AliExpress. Et parmi ces vendeurs, il y a ceux qui vendent des produits de bonne qualité, il y a ceux qui vendent des produits de qualité moyenne, il y a ceux qui vendent des produits de basse qualité. Donc, lorsque vous décidez de faire un site avec un dropshipping en passant par e-commerce, avant de choisir le fournisseur sur AliExpress, il faudra lire les commentaires pour savoir si c'est quelqu'un de sérieux. Je vais vous raconter aussi mon expérience après pour, pour vous montrer, pour vous donner des références si jamais un jour vous voulez vous lancer pour savoir en fait comment ça se passe. Et donc, c'est ça AliExpress. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez taper aliexpress.com.
Et j'avais aussi fait une expérience. J'ai essayé d'acheter un produit sur AliExpress et envoyer au Congo. Je voulais savoir un peu comment ça se passe. Est-ce qu'ils arrivent à livrer dans les pays lointains? Donc, du coup, j'avais acheté, je pense que c'était un truc, un tensiomètre, voilà. Et j'ai fait livrer ça au Congo et ça a mis 6 mois la livraison. Ça a mis 6 mois la livraison, de sorte qu'au bout de, non, ça a mis 5 mois, de sorte qu'au bout de 3 mois, j'ai dû envoyer un mail, j'ai dû signaler à l'Express que le produit n'est pas arrivé. Ils m'ont remboursé. Et après 5 mois, j'ai ma soeur qui me dit, ah ben non, quelqu'un vient de nous livrer le tensiomètre. Donc, ça veut dire qu'on peut se faire livrer en étant au Gabon, au Congo ou en Côte d'Ivoire. C'est possible. Et ça ne m'avait pas très coûté, ça m'avait pas coûté très cher aussi la livraison. Alors, une idée, ce serait par exemple de développer un site au Gabon en faisant du dropshipping, en prenant les produits sur AliExpress. Et quand les personnes achètent, vous passez la commande, comme je viens de vous expliquer, à AliExpress qui s'occupe de livrer la personne. Après, au Gabon, savoir. Mais c'est une solution très intéressante. On va en parler après. Une des choses les plus difficiles aussi lorsqu'on se lance dans le e-commerce, c'est de trouver des personnes qui vont venir sur notre site pour acheter. L'erreur que la plupart des débutants font, c'est lorsqu'ils lancent un site, ils se disent, OK, comme mon site est en ligne, il est sur Internet, les gens viendront naturellement. Ben, c'est faux. Les gens qui viendront naturellement, c'est des gens que vous connaissez, auprès de qui vous allez en parler, auprès de qui vous allez donner les liens. Mais une fois qu'un site est en ligne, si rien n'est fait, personne ne viendra. Google ne l'affichera pas juste parce qu'il est en ligne. Et pour ça, il faut savoir en fait quelles sont les stratégies à utiliser pour amener les gens vers le site. Donc, quelqu'un veut prendre la parole? Non? OK. Du coup, la solution la plus intéressante lorsqu'on lance son site dans les premières semaines, ce serait de faire de la publicité. Ce serait de faire de la publicité et on a plusieurs plateformes pour faire de la publicité. Le plus utilisé, c'est Facebook Ads, où les devs qui sont là, qui ont déjà utilisé, savent comment ça passe. Et donc, ça, c'est intéressant parce que du coup, vous créez votre site, vous créez une pub sur Facebook avec les produits de votre site. Et Facebook, par exemple, supposons, si je prends des exemples, je vous paye 10 euros, 5 000 francs ou 6 000 francs pendant 2 ou 3 jours. Facebook montre votre produit à 5 000 personnes. Dans les 5 000 personnes, il y aura ceux qui vont voir, ils vont passer. Il y aura peut-être 200 ou 100 qui vont cliquer. Et dans les 200 ou 100 qui vont cliquer, il peut y avoir 10 ou 5 qui vont arriver jusqu'à un produit. Et je vous dis comment ça se passe souvent. Et dans les 10 ou 5, supposons qu'il y a 10, tu auras 4 qui vont cliquer juste pour. Non, il y aura même 6 qui vont arriver jusqu'au produit. Et ils ne vont pas cliquer sur le bouton acheter. Donc, tu vas être 4 personnes qui ont acheté. Donc, 10 euros, tu peux avoir 4 achats. Et là, ça dépend aussi des pays. Moi, je le dis parce que j'ai testé en France. Mais après, au Gabon, ça peut être. C'est pas les mêmes consommateurs. C'est pas aussi. C'est pas les mêmes habitudes de consommation. Et ça dépend aussi de quel genre de produit vous vendez et comment vous mettez en place votre publicité. Donc, lorsqu'on fait la pub sur Facebook Ads, vous pouvez passer par Facebook Ads pour tous les autres plateformes Facebook. Donc, dedans, il y a Instagram, il y a WhatsApp, mais WhatsApp ne fait pas de la pub. On a Instagram, on a Messenger et autres. À côté de Facebook Ads, on peut faire de la pub aussi sur Google. Et la différence, c'est que sur Google, vous ferez de la pub auprès des personnes qui sont intéressées par le produit. Ce qui n'est pas forcément le cas sur Facebook, parce que sur Facebook, vous faites une publicité, vous choisissez, par exemple, je vais faire une publicité autour de Libreville. Et je mets, par exemple, 10 euros pour que cette publicité soit vue par 15 000 personnes.
Mais les 15 000 personnes, vous ne savez pas s'ils sont intéressés par ce genre de choses ou pas. La différence avec Google, c'est que vous, quand vous faites la publicité, vous dites à Google, je veux que ma publicité s'affiche lorsque la personne saisit, par exemple, bon, disons thermomètre, je reste dans tout ce qui est thermomètre. Si une personne saisit thermomètre et qui se situe à Libreville, vous l'affichez ma publicité du site ou du site que j'ai créé pour vendre des thermomètres. Là, c'est plus intéressant parce que la personne est en recherche et il tombe sur votre site, donc il y a plus de probabilités qu'il achète. Lorsque vous faites la publicité sur YouTube, sur Facebook, sur Google, Google aussi vous permet de choisir le réseau social ou la plateforme sur laquelle il va diffuser votre publicité. Ça peut être YouTube, qui appartient à Google. Ça peut être le moteur de recherche direct de Google. Ou ça peut être, si Gmail, c'est pas intéressant. Mais vous avez plusieurs choix. Donc, vous pouvez faire de la publicité vidéo, de la publicité textuelle et autres. Après, il y a d'autres plateformes sur lesquelles aussi vous pouvez faire la publicité. Je ne sais pas si Snapchat est très utilisé là-bas, mais s'il y a Snapchat qui est très utilisé, donc les gens font de la pub sur Snap, et ainsi de suite. L'autre solution intéressante aussi pour mettre en avant ces produits, lorsqu'on vient de sortir son site e-commerce, c'est de passer par les influenceurs. Les influenceurs, ils sont intéressants parce que c'est un système de recommandation et tout ce qui est recommandation en marketing marche très souvent. Et si vous avez par exemple un site de vente, je vais prendre quel exemple cette fois-ci, un site de vente de téléphone. Vous cherchez par exemple un influenceur sur le site à Libreville, vous cherchez un influenceur à Libreville qui parle des tech, quelqu'un qui est très réputé dans le domaine de la tech, donc il a par exemple une page Instagram de 10 000 abonnés. Et vous le sollicitez, vous dites, écoute, moi j'ai mon site, je vends des téléphones. Est-ce que tu peux faire une vidéo sur ton Insta ou sur ton YouTube où tu dis voilà, que tu as acheté sur mon site et tu donnes aux gens le code promo et les gens auront par exemple 5% de réduction lorsqu'ils vont acheter en passant par ton code promo. Ça, en France ici, ça marche très bien parce qu'ici en France, beaucoup de gens suivent les influenceurs. Et pareil, comme les autres, c'est à vous maintenant de voir est-ce qu'au Gabon, c'est un système qui peut marcher. En France, ça marche très bien de passer par les influenceurs. Ça marche mieux que faire la publicité. Alors, ces trois systèmes, le désavantage, c'est que ça va vous demander un peu de l'argent. Ce sera de l'investissement, c'est qui est normal lorsque vous créez une activité. Donc, après, c'est pas non plus très cher. Par exemple, les publicités Facebook ou Google, vous pouvez commencer avec 15 000 francs, 20 000 francs, ainsi de suite. Ça vous suffit largement pour attirer déjà du monde et pour savoir si les gens sont intéressés. L'autre solution, c'est que lorsque vous créez, en fait, votre site ne va pas vivre que grâce à la pub. À un moment donné, il faudrait pérenniser ça. Donc, du coup, la solution, c'est de créer des articles pour ramener les gens de manière naturelle sur votre site. Et lorsque les gens visitent votre site, ils se rendent compte qu'il y a des produits à vendre. Donc, ça, c'est ce que la plupart des sites font. Il y a toujours des articles, des trucs à côté qui ramènent des gens. Et voilà. Là, c'est gratuit. C'est juste votre temps, votre talent en rédaction et tout. Il faut se connaître un peu en SEO. Ça vous permet de ramener les gens pour acheter sur votre site. Voici les stratégies d'acquisition. Il peut y en avoir un peu plus, mais là, je vous donne juste les principales. Là, je vais revenir en long sur WooCommerce, qui est la solution WordPress, du coup, pour la création des sites e-commerce. Pour mieux vous en parler, donc du coup, je vais vous partager mon expérience en vous montrant un de mes sites qui aujourd'hui, je fais c'est plus très actif. Je vais vous dire pourquoi. Mais bon,
c'est intéressant de voir avec vous comment est-ce que ça se passe en réalité. Et pourquoi c'est pas actif, quelle est mon expérience personnelle sur les ventes en ligne. Donc, le site, c'est 5euros.net. Vous pourrez vérifier via votre navigateur. Là, je vais vous le présenter ici. C'est mon deuxième site e-commerce que j'avais eu à lancer. Le premier, c'était un site de vente des tissages. Ça s'appelait Bycraft. Je vendais des tissages. C'est aussi le site d'avant et celui-là, c'est du dropshipping. Donc, on verra tout à l'heure l'interface, comment ça se présente d'administration. Et mon premier site, c'était du coup Bycraft. Je vendais des tissages. Alors, pourquoi aujourd'hui, je n'ai plus ce site? C'est juste, c'était ma première expérience avec du dropshipping et j'ai fait des erreurs, comme la plupart des personnes qui débutent. C'est pourquoi il y a des vidéos qui existent pour ne pas faire certaines erreurs. Donc, pour être bref, sur ce site-là, je vendais des tissages à plus de 100 euros, la plupart des tissages qui étaient à l'intérieur. Et quand je commençais, je fais des trucs que je vous ai dit, je fais de la publicité. Ça m'a ramené du monde. Et l'erreur, c'est que mes tissages étaient très chers parce qu'il y avait sur le marché des sites avec des tissages moins chers et qui étaient là depuis longtemps. Et moi, mes tissages, je les prenais sur aliexpress.com. Du coup, via des fournisseurs chinois, je les achetais généralement à 15 euros, quelque chose comme ça. Donc, j'avais 15, j'ai acheté moins de 50 euros, donc il y avait de 15 euros jusqu'à 45 euros. Donc, ma marge était à peu près de 75-50 euros. Ma stratégie était telle que je n'ai pas besoin de beaucoup vendre, mais si je vends, que j'ai un gros bénéfice. Alors, j'avais vendu, j'ai vendu, mais il y a quelque chose j'avais mal configuré, c'était le Pay My Stripe. Et du coup, je suis rentré en conflit avec Stripe pour ça, parce que j'étais resté en mode des mots ou quelque chose, je sais pas, je sais même plus trop qu'est-ce qui s'était mal passé. Et Stripe m'a bloqué. J'ai envoyé un mail, ils ont dit ouais, après Stripe aussi, les solutions de paiement n'aiment pas trop tout ce qui est dropshipping parce que s'ils se rendent compte, ils risquent de vous bloquer. Mais généralement, quand vous mettez en place, ils ne s'en rendent pas compte. Et donc, j'avais été bloqué par la solution de paiement. Du coup, voilà, je suis passé à ce deuxième site. Et au deuxième site, en fait, j'ai voulu tenter l'expérience. C'était quoi, toi, 1000 francs qui existait au Gabon. J'ai dit, wow, si je fais un site où je vends toi 5 euros, je peux faire beaucoup de ventes. Et donc, c'est là où j'ai créé ce site 5 euros. Sur le site, vous voyez la plupart des produits qui sont là, c'est des produits que je n'ai pas chez moi. C'est des produits que je prends chez des fournisseurs chinois. On ne se connaît même pas avec les fournisseurs. Donc, il y a des applications qui existent pour mettre ces produits directement sur mon site. Moi, j'ai juste créé le site via WooCommerce et j'ai pris des produits. Et quand si une personne clique par exemple sur ce produit pour acheter, oh là, tout à l'heure, j'avais pas cette erreur. Il y a pas un gars qui a piraté un truc. Allez, développeurs, les sommets développeurs gabonais. C'est bizarre. Bon, Marie, c'est pas toi qui a. Non, non, non. C'est pas moi, c'est pas moi. Non, Ça doit être Marcel quand même. Celui-là. Même quand je ne te fais rien, tu m'accuses. donc, pour l'expérience, je me suis dit, la plupart des produits sont à moins de 5 euros. C'est généralement 1 euro ou 2 euros en Chine. Et l'idée était que j'ai beaucoup de personnes qui achètent. Et à chaque produit, par exemple, je me fais une marge de 1 euro. Et je mise vraiment sur la quantité. Parce que vu la mauvaise expérience que j'avais fait précédemment, je me suis dit, bon, là, je vais viser sur la quantité. Et là, j'ai fait pas mal de ventes. Je fais pas mal de ventes. Ce qui m'a dérangé sur ce projet-là, c'est que lorsque je faisais des ventes, les fournisseurs chinois, les délais de livraison sont souvent 1 mois. Et moi, en fait, il y a eu des produits
qui ont été achetés, mais qui n'ont pas été livrés. Moi, je me disais, OK, les délais sont longs, mais une fois que le client est averti qu'il va recevoir, ici, on sait, on reçoit par exemple après 1 mois ou 1 mois et demi. Tant qu'on sait qu'on va recevoir le produit, tant mieux. Mais là, en fait, j'ai eu 2 clients qui n'ont pas reçu le produit et j'ai procédé à des remboursements. En fait, ce qui m'a fait comprendre en fait que les produits qui sont très moins chers, donc disons 1 € et tout en Chine, souvent ces fournisseurs-là ne livrent pas, ne prennent pas, bon, ils livrent, mais c'est pas suivi. Donc généralement, pour prendre des produits où le livreur, vous êtes sûr et tout, c'est des produits à partir de 5 € et tout, c'est là où ils s'engagent vraiment à respecter les livraisons. Donc je me ressentais du coup redevable auprès de ses clients et je me suis dit, bof, ça m'écoutait aussi la publicité, mais j'étais rentable parce que pour chaque vente, par exemple, pour chaque vente, je faisais, supposons, quand je fais la vente, 30 € de vente, j'ai fait la pub de 15 € sur Facebook. Ça m'a ramené du trafic, ces personnes ont acheté et du coup, moi, j'avais un bénéfice à peu près de 15 € parce que du coup, moi, je ne perdais rien. Non, pas 15 €, j'avais un bénéfice approximativement 10 € parce que les produits qu'ils avaient achetés, c'est des produits de 5 € et du coup, les 5 € partaient chez les fournisseurs et c'est les fournisseurs qui livrent aux gens. Et voilà, si j'avais persévéré sur ce site, j'aurais fait beaucoup de ventes, mais pour gagner sa vie en vendant des produits avec des marges de 3 €, il faut vraiment beaucoup de temps et je n'ai pas beaucoup de temps. Du coup, pour parler de la partie technique du site, pour ceux qui connaissent, ils vont reconnaître l'environnement WordPress. Excusez-moi, j'ai cliqué juste sur un lien pour me rassurer que mon environnement de développement aussi n'est pas biaisé. OK, c'est bon. Voilà. Donc, voici la partie configuration de WordPress. Pour ceux qui ont déjà utilisé WordPress, je disais, ils vont se reconnaître. Pour ceux qui n'ont pas encore utilisé, en fait, c'est la partie administration du site web. C'est derrière. Et pour passer très vite là-dessus, sur tous les trucs, là, en haut, on a Ali Dropship. Je vais revenir sur ça. En fait, ça, c'est un plugin, sur le plugin qui permet de connecter au site aliexpress.com. Je vais saisir rapidement le site AliExpress pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ce plugin-là va me relier à ce site-là. Et donc, à partir de ce plugin-là, je peux vendre tout ce qui se trouve sur ce site-là. Et c'est l'un des plus gros sites du monde. Donc, du coup, je vends carrément ce que je veux. Il suffit juste que je clique sur un bouton via mon site, hop, j'importe le produit et je commence à le vendre ici. Jetpack, c'est pas important. Tableau de bord, c'est tableau de bord, médias pour les images, commentaires, pour ceux qui vont mettre les commentaires sur le site. Articles, c'est si jamais je rédige un blog. Pages, ce sont toutes mes pages, portfolio, pas intéressant, notes, pas intéressant, témoignage, pas intéressant. Dans l'apparence, c'est la partie qui gère un peu la charte graphique, les couleurs, tout ce qui concerne l'affichage du site. Extensions, c'est toutes les extensions que j'ai dû installer. Et donc, comme je vous disais, c'est là que se trouve WooCommerce parce que du coup, WooCommerce, ce n'est qu'une extension de WordPress. Donc, je mets en place un site WordPress, je configure un site WordPress normal. Après, j'ajoute juste l'extension WooCommerce et cette extension me permet de commencer à vendre des produits. C'est très simple. Hein? Tous ceux qui ont déjà installé WordPress, ils savent que c'est très simple. Et WooCommerce, c'est encore plus simple. Alors, je vais passer, parce qu'il y en a qui connaissent la WordPress, histoire de ne pas durer là-dessus. Je vais passer pour vous montrer les produits, comment c'est géré derrière. Je suis rentré dans le produit. Là, derrière, j'ai tous mes produits que je vends. Donc, c'est ici derrière que je vais pouvoir configurer tout ce que je veux sur mon produit, que ce soit le nom du produit, le prix, ou réguler les commentaires, s'il y a des commentaires négatifs sur le produit. Donc, c'est là que tout se passe. Je peux aussi décider d'afficher ou pas un produit.
Voilà. Là, en général, c'est là que j'ai saisi le prix. Là, si c'est en promo, je mets le prix promo. Je peux gérer l'inventaire du produit, je peux gérer l'expédition, je peux gérer les couleurs. Si jamais il y a les couleurs, si par exemple je veux un t-shirt et que ça a plusieurs tailles, je peux gérer les tailles X, XS, L, ainsi de suite. C'est vraiment une solution toute faite. C'est pourquoi je disais, si vous faites le site en faisant du code PHP ou en passant par des frameworks, ça va être vraiment très compliqué. Parce que là, du coup, si vous connaissez déjà WordPress, pour faire ce site e-commerce, si c'est la première fois, c'est en gros une semaine. Vous avez tout configuré jusqu'au paiement. Si vous ne connaissez pas WordPress et que vous ne connaissez même pas la programmation, disons 2 semaines, vous avez déjà configuré un site avec WooCommerce. Avec Shopify, ça serait fait en 3 jours. Mais comme Shopify est payant, du coup, c'est pas intéressant. Alors qu'avec du code, gérer tout ce qu'un site e-commerce gère. Ça dépend si vous êtes super développeur, mais je pense que 3 mois, c'est quand même assez court. Donc, voici, c'est l'avantage qu'on a avec le CMS, c'est que voilà, tout est configurable juste au clic. Et donc là, par exemple, là, je peux mettre mes produits en vente sur Facebook aussi. C'est très intéressant cette fonctionnalité. Ensuite, dans les réglages, je vais vous montrer la configuration des solutions de paiement. Voilà, dans les réglages de WooCommerce, on met son adresse, hop. On peut choisir les pays vers lesquels on veut livrer des personnes. Donc, du coup, moi, je faisais sur 5 pays européens. Donc, je ne vais pas ajouter n'importe quel pays. Je ne vais pas ajouter au Gabon, je ne vais pas ajouter au Nigeria, ainsi de suite. Et ça livrera aux personnes si j'ai déjà communiqué une société de livraison, bien sûr, comme on en a parlé. Ça livrera aux personnes dans ces pays. La partie paiement, c'est aussi très facile à configurer. Il suffit juste que vous ayez déjà votre compte, que ce soit PayPal ou Stripe. Vous avez ces comptes-là. Vous venez sur cette interface de paiement. Vous cliquez sur configuration et ça vous demande de vous connecter à votre compte Stripe ou PayPal. Ou si c'est par une banque, peu importe, vous cliquez sur configurer, vous vous connectez et automatiquement, lorsque les personnes vont payer sur votre site, Stripe va renverser, lorsque la personne va payer sur votre site, l'argent viendra sur Stripe, mais puisque quand vous avez configuré Stripe ou PayPal, vous avez mis vos informations bancaires, donc eux, ils vont transférer l'argent directement vers votre compte bancaire. Bien sûr, ils vont prendre une commission, mais c'est généralement de l'ordre de 5%. Donc, c'est pas si pénalisant ces genres de commissions. Ouais. OK. Autre chose que je peux vous montrer. Ah, je vois que j'ai fait des commandes pour voir un peu comment ça se passe aussi la commande derrière. Voilà, prenons par exemple cette commande-là. Voilà, on arrive sur une personne qui a commandé par exemple ce produit-là. C'est un simulateur musculaire qui coûte 5, que je vends 5 euros comme tous les produits d'ailleurs. Et du coup, là, j'ai tous les infos. Du coup, je baisse un peu parce que ce sont les infos personnelles de la personne. J'ai tous les infos sur la personne. J'ai reçu l'argent. Moi, tout ce qui me manque, c'est juste la livraison. Donc, c'est juste à partir de là, c'est juste moi. Et non, et là, je ne livre même pas parce que là, c'est du dropshipping.
Donc, moi, je passe automatiquement ces infos au fournisseur chinois qui va s'occuper lui-même de livrer la personne. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. La personne commande, achète. Toi, tu reçois sa commande avec toutes ces infos et via le bouton d'installation, tu transfères directement ça au livreur, au fournisseur et le fournisseur s'occupe du reste. Alors, je reviens sur ce plugin à l'e-dropshipping qui permet de relier mon site à AliExpress, comme je vous avais dit tout à l'heure. Import. Voilà. Et donc là, dans Import, j'ai ce moteur de recherche qui me permet de chercher n'importe quel produit qui se trouve sur le site AliExpress pour pouvoir le vendre. Donc, si là, tout à l'heure, je me dis que je vais vendre, par exemple, ce chargeur, ce câble-là, magnétique, il suffit juste que je clique sur Import, automatiquement, il vient sur mon site et moi, j'aurai juste à configurer le prix. Par exemple, là, il est à moins de 1 euro. Donc, là, ça propose 500 francs. Et moi, si je devais le vendre, je vais le mettre à 5 euros. Donc, il a moins de 500 francs, ce qui fait que vous pouvez le vendre à 5000 même. Et là, vous voyez quand même la marge que vous avez entre 500 francs et 5000. Tout ce que vous aurez à gérer, c'est juste faire passer la commande chez le fournisseur et s'assurer que le fournisseur va renvoyer ça, par exemple, au Gabon. Et quand vous recevez au Gabon, vous envoyez la personne chez lui. Donc, du coup, c'est peut-être plus les livraisons, tout ça qui vont vous tracasser. Mais c'est carrément un gros potentiel. Moi, ici en France, si je le fais, et même là, ici en France, je peux le vendre à 15 euros. Donc, du coup, je peux avoir 14 euros de bénéfices. Et voilà. C'est pourquoi il y a plein de personnes, plein de jeunes qui s'étaient lancés là-dedans. Il y en a plein qui se sont fait plein d'argent, même si aujourd'hui, ça devient moins difficile. Et encore plus difficile avec le corona, vu que ça vient aussi de Chine. Donc, du coup, c'est plus très intéressant comme avant parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont lancés dedans et beaucoup des clients savent qu'il y a ce système-là qui existe. Donc, quand ils arrivent sur un site et qu'ils font maintenant très, très attention, lorsqu'ils voient qu'il y a un détail qui ne va pas trop, ils n'achètent pas sur le site en question. Après, je connais un gars au Burundi qui s'est aussi fait de l'argent via du dropshipping. Mais si vous avez vos produits à vous, à la maison, vous faites votre site e-commerce de la même façon, ben vous, quand la personne achète, vous livrez la personne avec vos produits. Si vous voulez, par exemple, faire un site et livrer des personnes qui sont en Europe, là, il faudra juste vous rapprocher des compagnies, des livraisons et tout. Vous mettez votre site en ligne. Une fois qu'un site en ligne, peu importe le pays où il se trouve, il sera présenté aux gens. Les gens peuvent acheter. C'est pareil. Et également, comme je disais au début, c'est pareil sur Amazon ou eBay. Vous pouvez créer votre compte sur eBay, par exemple. Sur eBay, c'est tout le monde qui peut créer son compte. Et vous pouvez aussi présenter des produits que vous n'avez pas dans les produits que vous prenez sur. Quand la personne va acheter, vous allez passer la commande sur un autre site et puis vous allez envoyer la personne pour ne pas gérer la partie livraison. Donc, il y a plein de petites stratégies comme ça que ici, des jeunes étudiants et tout mettre en place pour pouvoir s'en sortir avec le commerce en ligne. Alors, je reviens sur mon interface d'administration. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant que je pourrais vous montrer? Mais du coup, une fois que vous installez WooCommerce, après, il y a d'autres extensions. Si vous connaissez WordPress, vous savez qu'il y a d'autres extensions qui permettent, par exemple, d'envoyer des mails aux clients, des trucs comme ça. Ben, là, c'est beaucoup plus rattaché à WordPress qu'à WooCommerce. Donc, je tends vers la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, j'ai mis les outils, dans les outils, quand vous créez un site, pour créer le site, tout ce dont vous avez besoin, c'est un nom de domaine. Genre, moi, j'avais pris 5euros.net, donc vous achetez un nom de domaine. Il y a plein de sites qui vendent, si vous mettez acheter un nom de domaine, il y a plein de sites qui vendent en ligne. C'est généralement 10 euros, 10, 11 euros, ça dépend. Quand j'étais au Gabon, j'étais allé acheter auprès de la Neuf, un nom de domaine. Je ne sais pas si c'est toujours eux qui vendent.
Donc, vous prenez un hébergement, vous avez votre nom de domaine, vous créez votre logo. Moi, j'utilise Canva. Je sais que la plupart des gens aussi utilisent pour aller vite, pour ceux qui ne sont pas experts en graphique, Photoshop et tout. Vous faites plein d'affiches, des trucs comme ça avec ça. C'est super simple. Le site canva.com. Une fois que vous avez votre logo, vous avez installé votre site, ben, il reste qu'à afficher les images du produit et vous décidez si vous avez vos produits à vous ou si vous voulez passer par d'autres fournisseurs. Si jamais vous passez par WooCommerce, ben, vous installez des installations comme AliDropship. AliDropship, que je vous ai montré tout à l'heure, moi je l'ai payé. Donc, du coup, il est payant, celui qui permet de faire le rattachement avec le site AliExpress. Vous prenez d'autres extensions, il y en a plein qui existent. Il y a plein d'extensions qui existent aussi là. Donc, voici ce que j'ai trouvé intéressant, le résumé, parce que du coup, je n'allais pas faire aussi un document beaucoup très long, ça va être long, mais on va plus échanger dans les questions. Je pense que ce sera plus intéressant d'avoir des échanges itératifs. Je vais m'arrêter là et si vous avez des questions, je suis là pour vous et je vous remercie pour votre écoute. Ok, merci Cello. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Ah, bravo. Bravo. Merci. Donc là, on va passer à la séance de questions. Tu as le lien, non? Tu as ça sur l'onglet? Ouais, j'ai le lien. Ah. Ça marche. Ah, il y a déjà des questions. Okay. Marcel, tu peux renvoyer le lien pour ceux qui n'ont pas. Je commence. Ouais. Première question. Si on fait le dropshipping ici au Gabon, on va avoir une forme de sans être une entreprise. Ben, il faut savoir déjà que même en France, la plupart des gens qui le font, ils n'ont pas d'entreprise officiellement déclarée et donc, sous-entendu, ils n'ont pas de forme juridique. Parce que pour l'État, les petites entreprises qui font, ça ne sert à rien d'aller les bousculer, il faut les laisser en fait, pouvoir arriver à une rentabilité. Et donc, la plupart des sites ici, c'est sans tout ça. Moi-même, quand j'ai fait, c'est sans tout ça. Et je sais que les gens qui ont vraiment fait, qui ont fait vraiment du dropshipping, qui gagnent de l'argent avec, il y a beaucoup qui ne déclarent pas encore. Après, il y a ceux qui font des millions, ceux-là, ils commencent à déclarer parce que, voilà, ça en fait trop. Mais bon, je te conseillerais de ne pas t'embêter avec ça. Ça ne sert à rien de s'embêter avec l'entreprise et tout. Tout ce que tu auras juste à faire, c'est sur ton site, il faudra vraiment être professionnel dans la présentation pour montrer qu'il y a une entreprise derrière. Quelle est la tranche de tes revenus mensuels? La tranche de mes revenus mensuels, pour le premier site, comme je vous disais, bon, parlons pour ce site-là. Pour ce site-là, du coup, j'ai vendu au total 130 €. J'ai vendu 130 €. Si je calcule ce que j'ai dû dépenser en pub et du coup, parce que ce n'était pas mes produits, je prenais chez un fournisseur. Je disais peut-être, il me restait 70 € de marge. 70 € de marge, mais tout en sachant que ce site-là, bon, je ne fais plus aucune activité là-dessus. Je suis passé à un autre projet. J'avais expliqué les raisons tout à l'heure. Donc voilà. C'était une bonne petite expérience. Ça m'a permis de découvrir aussi l'univers e-commerce. Quel est le délai de livraison de AliExpress? Ouais, c'est ça le problème avec AliExpress. C'est que comme ça vient de Chine, en France, généralement, il faudra compter en moyenne, disons 3 semaines. Si c'est un produit qui coûte cher, ça veut dire qu'auprès des fournisseurs chinois, par exemple, là, si j'ai pris un produit, par exemple, ce tissage qui coûte 43 €, donc ce fournisseur-là va mettre en place l'expédition via DHL. Et ça, c'est très rapide. Donc, ça peut arriver dans 3 jours en France. Au Gabon, ça peut faire 1 semaine.
DHL, une semaine, 2 semaines. Et du coup, si je prends un produit de 4 euros, par exemple, là, ça peut me prendre un mois pour arriver, parce que du coup, et ça dépend aussi. Et sur AliExpress, tu peux choisir soit la livraison gratuite, donc toi, tu ne payes pas la livraison, tu payes juste 4,55 € ou la livraison payante. Donc, en plus de 4,57 €, tu as juste 3 € ou 5 € pour être payé rapidement. Mais en général, pour les livraisons gratuites, tu en as pour un mois. Et moi, j'ai eu la mauvaise expérience, justement, comme je disais avec mon site, j'avais pris des livraisons gratuites pour des sites à moins de 5 €, donc à 1 €, et donc il y a des produits qui ne sont pas arrivés. J'espère que j'ai répondu à cette question. Peut-on avoir un moyen de paiement par mobile money, Airtel Money, Mobile Cash sur son site? Si oui, comment peut-on faire? Ouais. Là, j'aimerais t'avouer, Frangin, que comme je suis plus au Gabon, du coup, moi ici, j'ai tellement de solutions qui me facilitent les paiements et je ne sais plus trop sur la partie mobile money, comment est-ce qu'on peut faire, mais je pense que ça doit plus être une solution à vous, les devs du Gabon. Ça doit être l'un des sujets que vous devez développer vraiment, le paiement sur Internet. Parce que ça fait très longtemps qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire sur le mobile money avec des sites e-commerce. Mais à ma connaissance, jusqu'à ce jour, il n'y a vraiment pas une solution de paiement mobile qui s'est développée. Donc, ouais. C'est dommage que je ne puisse pas très bien répondre à la question puisque je ne suis plus dans un pays où on utilise mobile money. Mais voilà, c'est intéressant de voir ça. Quelles sont les solutions de paiement adéquates pour un dropshipper au Gabon, sachant que le décaissement de fonds n'est pas possible via PayPal et Stripe? Alors, je relis la question. Quelles sont les solutions de paiement adéquates pour un dropshipper au Gabon, sachant que le décaissement de fonds n'est pas possible via PayPal au Gabon? Donc, je n'ai pas vérifié au Gabon, possible ou pas. Ça reste à vérifier pour les personnes qui sont locales. Mais si ce n'est pas possible, vous pouvez faire vous-même. Si vous savez développer, vous pouvez développer vous-même votre solution parce que j'allais dire, vous pouvez passer par les banques, mais je pense que BGFI et autres ne proposent pas, je ne pense pas aussi qu'ils proposent des API. Je ne sens pas trop proposer des API pour recevoir des paiements via des sites e-commerce. Donc, la solution que vous avez, soit vous-même vous développez la partie paiement, parce que sur WordPress, c'est aussi possible de développer certaines fonctionnalités soi-même. Donc, vous développez la partie paiement. La partie paiement, qu'est-ce que c'est? Ça demande juste aux personnes son numéro de la carte bancaire. Ça demande la date d'expiration et le nom. Donc, vous développez cette partie. Et lorsque les personnes saisissent ça, vous prélevez de l'argent dans son compte. Après, c'est chaud quand même au Gabon. Parce que vous devez prélever, vous avez les informations de la carte de la personne. Après, vous le prélevez. C'est chaud au Gabon. Mais si Stripe et PayPal ne le font pas au Gabon, je vous encourage à regarder sur Internet. Il doit forcément avoir d'autres solutions. Mais PayPal, c'est quand même dans plusieurs pays. Ça reste à vérifier. Je pense que PayPal, ça pourrait passer. Pour l'intégration des API des vraies banques directement, je ne crois pas qu'il y ait des soucis des banques directement. Non. Non, si tu passes par les API, si jamais les banques là-bas proposent des API, si vous pensez par les API, il n'y a pas de souci de sécurité. Le souci de sécurité, c'est si vous-même vous développez la partie, comme je viens de le dire là, à partir de là, vous avez les informations bancaires d'une personne. Et voilà. Si vous avez les informations bancaires de la carte d'une personne, ça veut dire que vous pouvez la somme que vous voulez. Vous faites quelqu'un qui sourit, ou sinon, ça devient gratuit. Quelles sont les solutions de paiement adéquates? Ah, ça, j'ai déjà répondu. As-tu déjà travaillé avec des influenceurs pour avoir de la clientèle? Oui. Avec
des influenceurs pour avoir de la clientèle, pas sur les deux projets dont j'ai parlé, mais sur un des projets sur lesquels je suis, que je ne compte pas communiquer. Mais oui, j'ai déjà travaillé avec des influenceurs. Et, comme je disais, les influenceurs, ça rapporte des visiteurs et que ce soit des bons influenceurs. Parce que dans toutes ces éditions, vous vous rendez compte qu'il y a encore des choses à savoir parce que la plupart des personnes, ils ont 50 000 abonnés sur Insta, mais ce n'est pas 50 000 personnes. En vrai, ils peuvent avoir que 5 000 et 45 000 autres, ils ont acheté. Donc, du coup, la personne va te un prix, par exemple, pour moi, pour avoir 50 000 abonnés, il faut que tu me donnes, par exemple, 5 000 francs et que je puisse ton produit. Alors qu'en vrai, il n'y a que 5 000 personnes. C'est que les autres ne seront pas les mêmes. Donc, même là encore, si vous passez par les influenceurs, il faudra regarder, il faudra vérifier sur l'influenceur en question. Quelle est la stratégie de détection des produits gagnants? Les produits à forte commande, si possible, les outils utilisés. Bonne question. Alors, quelles sont les stratégies? La plupart des dropshippers, ce qu'ils font, c'est qu'ils vérifient sur Facebook, parce que tous les dropshippers font des publicités Facebook. Donc, ils vérifient sur Facebook des publicités qui marchent. Il y a des sites, il y a plein de choses qui sont développées, il y a des sites qui affichent les publicités sur des Facebook qui marchent, qui doivent faire en plus de likes, qui ramènent plus de trafic. Et les gens vont voir ces publicités-là, ils vont prendre les mêmes produits pour refaire les publicités sur leur site. Ça, c'est une des stratégies. Après, l'autre stratégie, c'est aussi à toi de savoir dans ton environnement qu'est-ce qui est demandé. La plupart des produits pour le commerce, ça marche. Il y a quelque chose que je n'avais pas dit pour le dropshipping, vous pouvez créer un site, vous êtes au Gabon, et puis vous faites du dropshipping, vous prenez en Chine, vous livrez en France. Mais vous êtes au Gabon, vous avez juste mis en place. Et donc, voilà, les produits gagnants, c'est vraiment regarder la concurrence en inspectant bien les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser les outils, c'est un peu pour ceux qui sont des marketeurs, vous montrent les recherches d'un produit ou le nombre de recherches que font les utilisateurs. Donc, du coup, vous pouvez taper le nom d'un produit pour savoir combien de fois c'est recherché dans telle région. Et à partir de là, vous faites vos estimations. Ça devient vraiment du marketing et c'est à vous d'avoir un feeling. Tu nous parles des solutions de vente en marque blanche. Ouais. Alors, les solutions de vente en marque blanche, ça, j'avais testé. Du coup, j'avais testé avec, déjà pour ceux s'il y a des personnes qui n'ont pas compris marque blanche, je pense que la plupart vous avez compris, mais c'est ils ont la marque du fournisseur. Et donc, quand on développe un site, par exemple 5 €, si j'avais mis Rolly, le nom de mon site, il faudrait bien que les produits que je vends soient des produits tagués Rolly. Et pour ça, il faut que les fournisseurs me fournissent des produits sans leur logo. J'avais été avec des sites de vente des mèches et des sacs d'eau. Et le fournisseur m'a répondu que ouais, on veut bien te vendre des produits sans le fournisseur va directement envoyer au client. Et donc, nous, on veut bien faire ça, envoyer à tes clients sans logo. Mais il faudrait une commande minimum. On va demander de commander minimum 50 produits. Et à partir de là, eux me livrent 50 produits ou soit ils commencent à livrer ces produits-là à mes clients, mais sans leur logo. Comme ça, moi, ça ne me trahit pas que en fait, le site s'appelle Rolly et le produit qui est livré s'appelle X ou Y. Donc, ouais, tu peux faire des marques blanches. Le fournisseur va des commandes. Regarder des commandes. Dans le cas du Gabon, quelle est ta recommandation en termes d'expédition fiable? Dans le cas du Gabon, je vais dire, dans le cas où tu développes un site
e-commerce où tu dois t'abonner, où toi tu as les non, d'accord. Toi, tu as le produit chez toi et que tu vends aux personnes qui sont Gabon. Toi, tu as le produit chez toi, mais tu veux les livrer aux personnes qui sont. Toi, tu as le produit chez toi et que tu as, par exemple, en Chine ou en France, et tu veux les livrer aux personnes qui sont au Gabon, ou soit tu es au Gabon, tu veux les livrer à l'extérieur. Pour deux possibilités. Maintenant, le gars, je peux te répondre pour tout, pour tout. Si tu es au Gabon, tu as des produits et tu peux livrer à une autre personne qui est aussi au Gabon, ça, c'est à toi de acheter, c'est à toi de voir avec un frangin ou ta voiture, tu t'en occupes. Quand la personne achète, tu démarres ta voiture, tu livres à la personne. C'est vraiment à toi de voir. Ou tu dis à la personne de passer chez un endroit où tu veux utiliser AliExpress. À partir de là, tu peux utiliser toutes les solutions d'AliExpress. Ah, de l'extérieur vers le Gabon. Ok, donc, allez, supposons AliExpress. Ben, tu as AliExpress, tu as beaucoup. Tu as DHL, tu as FedEx, tu as d'autres livreurs, même en continent, qui peuvent livrer au Gabon. Et moi, je pense que le plus sûr, hein, le plus sûr, c'est le plus sûr. Et DHL et FedEx et un autre là qui m'échappe. Mais quand tu vas, si tu essaies d'acheter sur AliExpress, tu verras, ils te proposent plein de livreurs avec des prix différents. Là, ça dépend. Si le produit est cher, mieux c'est parce que du coup, les frais de livraison vont être compris dans le prix du produit que tu vas vendre aux personnes. Si le produit est moins cher, tu peux pas avoir un produit, tu peux acheter un produit de 10 euros et la livraison te revient à 20 euros. C'est pas intéressant. Donc, du coup, ouais, la plupart des livreurs sont sérieux, mais je vous conseille juste des conseils aux livreurs chinois parce que du coup, ils sont pas très sérieux. Et si jamais il y a un problème, tu ne sauras pas trop à qui te plaindre. Alors que si DHL, il y a un problème, au Gabon, il y a DHL, je ne me souviens plus dans. C'est vers le centre culturel français. Donc, du coup, tu peux aller les voir. Sauf que ça devient un peu plus coûteux. De checkout est-elle une meilleure alternative à Stripe? Je ne connais pas de checkout, honnêtement. Je ne connais pas de. Mais bon, c'est à voir. Si je te conseille de faire des recherches sur Internet et de poser la question telle que tu me l'as posée sur Google et tu verras des avis des personnes qui utilisaient le checkout. Moi aussi, je vais m'y renseigner. Merci, je vais voir si ça permet des choses bien meilleures. Avec quel plugin gères-tu les comptes utilisateurs? Il faut savoir que les comptes utilisateurs sont gérés automatiquement avec WordPress. J'ai tenté de réfléchir parce que du coup, je me suis souvenu que j'avais utilisé un autre plugin pour faire un peu plus. Mais déjà, quand tu installes une solution WordPress, en général, avec les versions WordPress récentes, ils proposent aux personnes de s'inscrire. Et moi, je gère, bon, je vais te répondre à ta question, mais précisément. Moi, je gère ça avec le plugin. Ça s'appelle quelque chose de Ultimate Member. Ah non, je n'ai pas utilisé ça sur ce. Mais ça s'appelle quelque chose comme ça. J'ai créé le nom à Romaric et passer le nom du plugin. C'est intéressant parce que c'est juste les plugins qui te permettent de donner l'argent aux personnes la possibilité de s'inscrire via leur compte Instagram, via leur compte Facebook, de faciliter l'inscription et plein d'autres choses. Mais en général, la solution basique de WordPress permet de gérer les utilisateurs. Donc, c'est la dernière question qui s'est affichée. Après, il y a d'autres questions. Mon live, je ne sais pas. Même en live. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui vient de dire que Wakanda propose un moyen de paiement.
Après, même si ce n'est pas des questions, mais voilà, c'est des projets, vous avez besoin de précisions, ça parle un peu commerce et tout, ou acquisition des commerces et tout, de la chambre. Allô, Sortez vos bonsoir, projets de localos là. c'est Abdel là. Salut Ouais. Tchello, j'espère que vous allez tous. Alors, à propos du dropshipping, parce que tu vois, quand on arrive ici, c'est l'un des trucs qu'on voit le plus passer, le truc qu'on essaie toujours de tester et tout. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ces derniers mois, peut-être dire ces dernières années en fait, le dropshipping a évolué et aujourd'hui, ce que les gens font beaucoup, c'est qu'ils commencent à vendre un produit. Et lorsque le produit marche, ensuite, ils se commandent des stocks directement chez eux. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ça t'évite d'avoir à livrer ton client en 3 semaines, 1 mois. Parce que c'est l'un des gros défauts que le dropshipping aujourd'hui. Ça a beaucoup d'avantages, mais en général, les clients sont obligés d'attendre longtemps avant de recevoir leurs produits. À part ça, en fait, ça permet aussi à la personne qui livre, donc toi qui veux vendre ces produits-là, un peu customiser la manière dans laquelle ton client reçoit ce produit. Ce qui fait qu'un produit que tu as, par exemple, je vais dire une connerie, acheté à 50 centimes sur AliExpress, tu le reçois en quantité et en fonction de la manière dont tu veux bien le vendre à ton client, tu peux le vendre 100 fois plus cher. Parce qu'au final, c'est la présentation, c'est la valeur perçue du produit qui importe. Et c'est d'ailleurs moi qui demandais à propos des marques blanches, parce que apparemment, il y a beaucoup de monde qui se lance dedans et qui, au final, se mettent à créer une marque avec ce genre de choses. Ouais, ce que tu dis, c'est vrai. Et c'est qu'on nous on recommande ici, même dans les formations de l'entrepreneuriat, lorsqu'on veut se lancer dans une entrepreneuriat de commerce, c'est de tester le marché. Et donc, avant de commencer à produire, par exemple, si je vais me mettre dans les casquettes, avant de commencer à faire mes casquettes et tout, il faut déjà que je teste mon marché, est-ce que les gens sont intéressés. Donc, du coup, je vais aller faire un site e-commerce, du dropshipping, je prends des casquettes chez AliExpress en marque blanche. Et si ça marche, ça nous montre que oui, il y a un intérêt à faire des grosses commandes. Des grosses commandes, je vous recommande Alibaba, qui est encore plus intéressant. Il y a des prix plus petits que AliExpress, parce que du coup, là, c'est vraiment des grossistes chinois. Et c'est des grosses commandes. Et donc, la plupart des gens commencent par du dropshipping, ensuite vont faire des sites vraiment sérieux avec leur marque. Parce que du coup, ça marche. Oui. Aussi, il y a un truc dont on ne se rend pas souvent compte, c'est que même ici, les grandes enseignes en vrai font du dropshipping. Les grandes enseignes, tu peux voir tous les marketplaces qu'on a sur place. Je ne vais pas dire la Fnac, mais Amazon, par exemple, fait du dropshipping. Il y a ventes privées qui font du dropshipping, c'est-à-dire que c'est des articles que tu vois sur Amazon. Tu regardes juste, tu essaies d'aller taper la même chose sur AliExpress. Tu as le même article 10, 15 fois moins cher. Parce qu'il y a des personnes qui utilisent aussi Amazon pour faire du dropshipping avec Amazon FBA. Amazon, en fait, a la capacité de recevoir les stocks de tes articles et de faire tout le process pour l'expédition pour toi. C'est aussi une facilité. Maintenant, vers le Gabon, le plus gros souci, c'est l'expédition. Moi, j'ai envoyé un truc par la poste. Je crois que j'ai à peu près eu la même expérience que toi, mais moi, c'était une carte bancaire que j'ai envoyée par la poste à quelqu'un. Et si je me souviens bien, ça a mis 3 semaines, 1 mois. Et moi, ce qui m'a dérangé le plus, en fait, c'est que le numéro de suivi qu'on me donne ne me dit pas exactement où est l'article. Le numéro de suivi m'a dit, l'article est parti d'ici, il est parti de la poste, il a décollé. L'article, le numéro de suivi, en fait, ne m'a jamais dit à quel niveau se situe mon article, tu vois. Il ne va pas me dire, non, mon article est en train de survoler la Méditerranée. Alors que ça, c'est le genre de truc qui fidélise ton client. Parce que quand ton client se rend compte que l'article est parti de chez toi depuis 3 semaines et que maintenant, il ne l'a toujours pas, il se demande quand même là où c'est. Et bon, pour le Gabon, c'est vraiment compliqué avec cette histoire de poste-là. Sur AliExpress, moi, je connaissais des filles qui commandaient justement des tissages sur AliExpress.
et qui se les faisaient livrer. Mais même là, les délais, c'est en termes de mois qu'on parle, quoi. Ouais. Maintenant, je pense que pour le dropshipping au Gabon, l'idéal, c'est d'avoir ses stocks sur place et de livrer directement que de le faire un à un. C'est vraiment ce que je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je confirme parce que du coup, j'ai eu la même expérience à la Poste. Il n'y avait pas de suivi des livraisons. Par contre, avec AliExpress, j'avais un suivi des livraisons, même si ça s'arrêtait quelque part parce que du coup, des avions qui quittent la Chine vers certains pays africains, la plupart font un passage au Kenya. Et donc, jusqu'au Kenya, j'avais le suivi qui s'était arrivé au Kenya. Et quand ça quittait le Kenya, j'avais le suivi. Et une fois que ça quittait le Kenya, parce qu'il faut savoir que le Kenya, c'est un des pays beaucoup développés en tech. Une fois que c'était au Kenya pour aller vers le Congo, je savais plus qu'est-ce qui se passe. J'ai perdu tout le suivi pour retrouver ça après 5 mois. Donc, ouais, il y a des fournisseurs qui sont très intéressants sur l'Express. La Poste aussi, je ne recommande pas. Et autre chose aussi que tu disais, pour faire du dropshipping de la Chine vers le Gabon, c'est pas très intéressant. Par contre, vous pouvez être au Gabon, comme j'avais dit, vous faites du dropshipping, vous créez votre site et vous faites comme si vous êtes en France. Et du coup, vous commandez en Chine et puis vous livrez aux personnes qui achètent depuis la France. Bonsoir les gars. Bonsoir. Yves Laurent, j'aimerais apporter ma petite expérience sur le domaine. Vas-y. J'ai fait du dropshipping un tout petit peu au niveau du Gabon, de façon un peu différente. Et je connais une personne qui a eu pas mal d'argent dans le domaine également. Moi, je n'ai pas réussi à m'en sortir dedans pour plusieurs raisons. Mais ce que je peux dire, c'est que la majorité de ceux qui vendent en ligne actuellement au Gabon le font via des fournisseurs locaux qui se trouvent au niveau de Libreville. Et la plupart de ces vendeurs n'ont pas de stock. Ce qu'ils font, c'est que lorsque le client il est intéressé par le produit, c'est à ce moment qu'il vérifie la disponibilité du produit et qu'il l'achète pour aller livrer au client. Généralement, il y a des arrangements avec le fournisseur de telle sorte que si le client n'est pas intéressé par le produit, pour X raison, il a le droit de le ramener. Bien entendu, il ne pourra pas récupérer son argent, mais ça va lui être compté comme un acompte pour une transaction. Donc, concrètement, beaucoup le font déjà ici en local. Il y a quelques fournisseurs qui sont connus en fonction du domaine, si c'est des montres, si c'est des chaussures. Le problème qui se pose, c'est la qualité des produits qui sont vendus sur le marché. Aucun fournisseur ne fournit actuellement des produits de qualité, malheureusement. Pourtant, la clientèle, on en a. Nous, on achetait des montres. Pour être rassuré, aucun fournisseur, tu parles des fournisseurs chinois ou. Non, ici, localement. Ah, localement, ok. Localement. On achetait des montres à 40 000 francs pour vendre à 100 000 francs. Ça veut dire que les gens sont prêts à acheter des montres de 100 000 francs, 120 000, voire même. J'ai même vu certains revendre ça à 300 000 francs pour les montres qu'on prend chez le même fournisseur, alors que nous, on le prend à 40 000 francs. Le problème, c'est qu'au bout de 2 jours, 3 jours, le gars te ramène la montre parce qu'elle a un souci. Vendre, moi, c'est ce qui m'a fait arrêter parce que je me suis retrouvé en train de rembourser plus de 500 000 francs à des clients. On ne peut pas vendre un produit de 100 000 francs et au bout d'une semaine, le produit est HS. Donc, ça, c'est ma petite contribution pour dire que ça se fait localement. C'est la forme du dropshipping qui est fait actuellement au Gabon. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations qu'on peut apporter à cette manière de faire. Voilà. Ok. Merci pour ta contribution. Si je peux revenir un peu dessus, tu vois ce mode de fonctionnement, là je viens d'avoir une idée toute bête. Hein. Si tu regardes par exemple à Libreville dans les environs, il y a beaucoup de menuisiers, il y a beaucoup de ferrailleurs. Et en fait, ce sont des personnes. Le produit de leur travail est obligé de rester sur place. Parce que lorsqu'il vient de fabriquer, par exemple, un lit complet avec sommier, c'est lourd, ça reste sur place parce qu'il faut que ce soit proche de son atelier pour le rentrer. Les ferrailleurs qui fabriquent des portails, qui fabriquent tout plein de trucs comme ça, c'est des trucs lourds qui sont obligés de rester sur place. Et ça, si toi, tu peux te mettre en intermédiaire pour essayer de vendre ce truc au grand public. C'est-à-dire, si tu viens, tu demandes à la personne combien coûte ce lit, par exemple. Si te dit 30 000, si tu trouves que c'est bien comme produit, c'est quelque chose que tu peux potentiellement revendre 2-3 fois plus cher. Et ça, c'est un truc, c'est pas le genre de matériau, en fait,
qu'un client pourrait facilement te dire de revenir prendre chez lui une semaine après. Parce que c'est le genre de trucs qui vont sur la durée. En tout cas, niveau lit, franchement, à part les menuisiers qui sont vraiment très, très mauvais dans leur travail, c'est un minimum solide, quoi. En fait, la difficulté sur ce business-là, c'est comment on appelle ça? C'est sur le long terme. Lorsque tu proposes quelque chose comme le lit, ça m'étonnerait. Il est très difficile de trouver un client qui achète sans le voir. Et à partir du moment où il arrive à voir le fournisseur, c'est aussi simple que ça ici, en local. Oui, je comprends le besoin de voir le produit. Mais je pense que tout ça, en fait, ça, c'est vraiment la manière dont tu le lui vends qui importe. Parce que les choses qu'on achète sans les voir, il y en a beaucoup et on fait ça depuis toujours. Et si on arrive à les acheter sans les voir, c'est pour une raison. C'est parce que la manière dont on nous l'a vendu convient, en fait. Et même pour des articles de cette taille-là, il y a plein de gens qui achètent ce genre d'articles sans forcément les voir. Mais il faut que ce soit bien présenté, il faut que ce soit bien dans le contexte et tout. Bon, si je peux intervenir, hein, Dimitri, pour rebondir sur ce que... Qui parle? Bon, c'est ce qui a été dit, voilà. Je sais que c'est une idée à chaud, mais la réflexion aussi est lancée. Hein. La difficulté aussi qui peut résider, si on résout ça, c'est déjà ça. Parce que je pense que si on arrive vers un menuisier, par exemple, et on demande le prix du lit, sans lui dire que, par exemple, on est intermédiaire, ça veut dire que lui, il n'a pas pour obligation de garder ça en stock. Imaginons qu'on peut exposer ça, on ne viendra pas tous les jours contrôler si le lit est toujours présent. Imaginons on arrive sur le site, on expose et tout, et au moment de l'achat, on arrive chez le menuisier, le lit a déjà été vendu. Donc, ça, c'est si on n'avertit pas, on peut se retrouver dans des cas quand même compliqués. Toutefois, si on se positionne en tant qu'intermédiaire et on signale qui c'est peut-être une petite collaboration en disant que moi, je peux te trouver des clients rapidement si j'ai une petite marge aussi, des choses comme ça. Et en retour, si par exemple, le lit a été déjà vendu, c'est de me faire signe ou bien une petite collaboration. Je pense que ça peut aussi aider. Voilà. Donc, c'était pour un complément dans la réflexion. Merci. Ouais, à ce niveau aussi, la disponibilité du produit, ça, c'est le même problème qu'on retrouve même dans la vente en ligne. Sauf que ce qu'on fait, généralement, c'est que c'est au moment où le client nous demande qu'on lui dit clairement qu'on va vérifier ce que le client a. Et ça te laisse le temps de passer un coup de fil pour voir est-ce que tel produit-là, c'est encore des... Ouais. Peut-être pas dans le même sens, mais juste pour ajouter ces détails pour la plupart qui sont pessimistes, qui pensent, bon, ceux qui pensent que le e-commerce ne va pas décoller au Gabon et tout, mais sachez qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des success stories déjà, genre Jumia, pour ceux qui connaissent, ils font pas mal de chiffres d'affaires, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Nigeria ou au Sénégal. Et au Sénégal, il y a beaucoup de sites qui font des revenus par le e-commerce. Au Gabon, ça a du mal à décoller, mais je pense que s'il y a des sites, des personnes qui se lancent avec beaucoup de conviction au Gabon, les gens vont commencer à s'habituer à cela et il y aura des sites qui vont s'en sortir. Donc, si vous pouvez voir dans certains pays africains, il y a des sites qui marchent très bien. Et aussi, regarder leur modèle économique et qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font. Ça peut être intéressant aussi. Ouais. Pour ce point-là, moi, je crois que j'ai eu, pendant longtemps, j'ai pensé que le e-commerce ne décollait pas au Gabon à cause des moyens de paiement. C'est légitime de penser ça, mais c'est pas exactement vrai quand on y repense. Parce que moi, j'ai une autre idée, une autre vision du e-commerce d'un autre pays, c'est le Sénégal. J'ai beaucoup de personnes que je connais au Sénégal qui achètent des choses à distance. Et en fait, là-bas, tu vas par exemple sur Instagram, il y a des pages qui présentent leurs produits, c'est-à-dire que chaque post sur Instagram, c'est un produit et un prix. C'est des habits, c'est des objets, c'est des chaussures, c'est des trucs comme ça. Ça, lorsque tu vois ça, tu écris en fait au magasin en inbox. Tu lui dis que tu es intéressé par ce produit. Tu lui donnes ton adresse
Et le lendemain, tu as un livreur qui se pointe chez toi avec le produit emballé. Et c'est sur place que tu payes. Ce qui fait que l'une des frictions, plutôt que de penser que ce sont les moyens de paiement, c'est peut-être la proximité avec le client, avec la livraison, en fait. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu es sur le client, s'il t'a dit de venir, bon, toujours là, c'est question de bonne ou de mauvaise foi. Est-ce qu'il sera assez de bonne foi pour reconnaître qu'il t'a dit de venir et qu'il est prêt déjà à te payer, qu'il a ton argent, qu'il t'a pas juste dit ça parce que bon, parce que sur le coup, il avait envie de dire qu'il voulait le produit alors qu'il ne le veut pas en vrai. Ça aussi, c'est une manière de faire. En tout cas, pour ma part, ma propre expérience là-dessus, le fait qu'il n'y ait pas de moyen de paiement, ce n'est pas un problème. Bien au contraire, les gens ne sont pas encore peut-être disposés à payer en ligne sans avoir vu le produit. Or, c'est que la plupart des revendeurs actuels font sur le marché, c'est du cash on delivery, c'est ce que tu viens de m'expliquer. La difficulté, c'est plutôt au niveau de la perception du produit en ligne. Les images des produits que nous postons généralement embellissent un tout petit peu la qualité du produit ou bien sa beauté. Et lorsque le produit est en face du client, il ne se retrouve pas, il ne prend pas. Y a-t-il d'autres contributions, d'autres idées sur ce sujet de e-commerce? Merci. Pour ce qu'Amadou vient de dire, c'est vrai. Si demain je lance une application pour vendre tout un tas de trucs, il faut que dans le process, je puisse éduquer mes utilisateurs, vraiment les éduquer pour leur dire, oui, tu veux vendre quelque chose, mais pour vendre quelque chose, il faut que ça intéresse les gens. Et pour que ça intéresse les gens, le minimum, c'est que la qualité de l'image que tu postes soit bonne. Si je vous donne 2 sites Internet qui font à peu près la même chose ici, je prends eBay et je prends Le Bon Coin. C'est juste le jour et la nuit en termes de contenu publié. Vous voyez. eBay a une plutôt bonne réputation, déjà pour la manière dont elle gère ses utilisateurs, mais aussi ce que tu vois lorsque tu vas sur le site. Les utilisateurs, lorsqu'ils ont un produit à vendre, ils s'arrangent à ce que l'image qu'ils postent soit plus ou moins potable. Si je vais sur Bon Wasabilé sur Facebook, ça, c'est une illustration des utilisateurs qui postent juste parce qu'ils ont envie de poster, parce qu'ils ont besoin de poster, parce qu'ils ont besoin de vendre. Et eux, derrière, ils ne repensent pas forcément à comment ils sont censés le vendre, est-ce que l'image que j'ai prise est attractive et tout, et tout, et tout. Alors que ça, c'est peut-être à la plateforme d'éduquer les utilisateurs dans ce sens. Après, personnellement, juste pour ajouter sur ce que tu dis, personnellement, je recommande d'être très professionnel sur les sites e-commerce. Parce que moi-même, lorsque j'arrive sur un site, avant d'acheter, si c'est un site où je vais mettre ma carte bancaire, je ferai 3 fois plus attention. Et donc, du coup, je vais vraiment regarder chaque détail pour, à partir de là, pour juger si derrière, si c'est un site sérieux ou pas. Bien qu'il y ait des fautes d'orthographe ou quelque chose qui me semble un peu louche, je n'achète pas. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui regardent ça. Si jamais vous faites des sites à destination au grand public, il faut savoir que voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent ces détails parce qu'ils savent que derrière, il va mettre sa carte bancaire, donc il a besoin d'être rassuré pour faire des choses vraiment pro. D'autres questions ou d'autres apports? J'ai 2 interventions, si vous me permettez. Vas-y. La première va concerner le support de vente en ligne. Dans votre présentation, nous avons parlé d'un site web. Oui. Par expérience, au vu des habitudes et des usages ici en local, très peu sont, je ne dirais pas, je pourrais dire capables, mais peut-être pas, il ne faut pas être excessif, mais très peu de personnes sont intéressées par le fait de quitter Facebook ou le canal par lequel vous les avez rencontrés pour venir sur un site web et chercher un produit. C'est un véritable problème, surtout s'il faut naviguer sur le site avec plus de 3 clics. Généralement, on perd le client assez rapidement. Et
la plupart des gens qui veulent acheter préfèrent acheter sur Facebook. N'oublions pas aussi que certains clients sont des gens qui n'ont pas fait l'école, mais qui ne sont pas aussi à l'aise, ou bien qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, même s'ils ont fait des études. Et ça, c'est vraiment une difficulté de taille que le e-commerce fait face ici en local. Et le deuxième point, c'est un point qui fâche. On entend toujours à chaque fois, pour chaque produit, qu'il faut voir le vendeur inbox pour avoir le prix. Et beaucoup s'énervent, ne comprennent pas pourquoi cela. Je tiens quand même à évoquer cette question ici, peut-être pour aider certains qui se posent les mêmes questions à comprendre. La première raison, c'est laquelle? C'est tout simplement que les fournisseurs, en ce qui concerne par exemple la vente des montres, il n'y a qu'un ou deux fournisseurs qui sont des vrais grossistes qui fournissent pour les détaillants. Et cela exige alors les vendeurs de ne pas afficher les prix des montres sur les sites. À partir de cela, ils sont conditionnés. Quelle que soit la réaction des clients, ils ne peuvent pas ne pas respecter cette condition sur laquelle ils se sont engagés. Surtout que les grossistes essayent tant bien comme mal de surveiller ce qui se passe, qui poste quoi. Et voilà. Donc, ça, c'est la première condition qui justifie le fait que la plupart des gens, pour avoir un site, le prix d'un produit, il faut les contacter inbox. La deuxième, c'est que véritablement, les réactions de certains utilisateurs au vu du prix peuvent être très mauvaises. Lorsque tu postes le prix, tu reçois des insultes, que le prix est exagéré, etc., etc. Et pour éviter cela, beaucoup de vendeurs trouvent comme solution de discuter avec le client, chaque client, et puis pouvoir négocier le prix plus facilement. Voilà. Amadou, bonsoir. Bonsoir. Je rebondis juste rapidement sur ton intervention, parce que je suis complètement pas d'accord avec les arguments avancés. Premièrement, étant donné que c'est les revendeurs, donc normalement, ils doivent afficher le prix final, c'est-à-dire le prix avec leur marge. Vous voyez un peu? Parce que là, le fournisseur n'a pas à gérer les marges que le gars fait. Ensuite, le risque dans ce que tu dis, c'est qu'on va se retrouver dans une situation où le gars, il peut donner des prix différents pour le même article à différents clients. C'est ce qui arrive, par exemple, quand vous voulez louer, vous cherchez une maison. Vous voyez, pour la même maison, on vous donne un prix, vous demandez ailleurs, pour la même maison, vous avez un prix différent. Du coup, avec les démarcheurs, hein, bien sûr. Du coup, on ne comprend pas, alors que c'est le même bien. Maintenant, s'il y a différents revendeurs pour la même montre, par exemple, chacun peut ajouter un argument de vente en fonction des services qu'il offre en plus, parce que le produit, il est le même. Mais cette histoire de ne pas afficher le prix, c'est clairement il y a une petite arnaque derrière, quoi. De l'expérience que j'ai eue, il y a une petite arnaque derrière. Je ne suis pas en train de justifier, je suis en train de donner les raisons. Oui, mais justement, et c'est là où je dis que je ne suis pas d'accord avec les raisons. Les raisons ne sont pas, elles ne tiennent pas la route, en fait. Mais bon, ce n'est pas le sujet, en tout cas. Ce n'est pas le sujet qui nous intéresse. Il y a un revendeur, il y a un seul fournisseur de montres qui te dit, si tu veux acheter des montres avec moi, tu n'affiches pas les prix. Tu fais comment? Mais c'est ce que je suis en train de dire, qu'il y a un problème parce que le gars, il peut donner des prix différents à différents clients pour le même article. Donc là, ça pose encore problème. Si tu me vends la montre, comme tu disais tout à l'heure, à 40 000 et que moi, je décide de la vendre à 50 000, à 50 000 ou même à 150 000 en justifiant mon prix, mais je peux avoir des clients qui s'intéressent parce que c'est un problème d'offre maintenant. Et c'est ce qu'on appelle aussi le facteur de différenciation. Tu vois, il y a des endroits où tu vas arriver, par exemple, je te prends un cas simple. Tu arrives dans un endroit. Des clients. Tu dis? J'ai compris que tu défends l'intérêt des clients. Non, je ne défends pas l'intérêt des clients. Je suis pour un cadre légal en fait. Parce que moi-même, je peux être client ou vendeur dans certaines conditions. Tu vois un peu, mais comme je dis, ce n'est pas tant le sujet qui nous intéresse ici, mais par contre, on en parle parce que si jamais quelqu'un veut mettre un e-commerce en place, il peut utiliser ces outils-là pour savoir quel prix il va fixer en fonction des conditions. Par exemple, je te prends un cas simple. Toi, tu vends une montre où tu dis, tu n'affiches pas le prix. Quelqu'un te écrit en inbox, tu donnes un prix. Mais moi, je peux afficher un prix direct et je donne certaines conditions qui justifient le prix. Tu vois un peu? Donc ça, c'est un problème de politique commerciale. Je pense que dans le cadre de la mise en place du e-commerce, comme il disait, ce sont je vais dire ça comment, c'est des notions
En fait, je ne remets pas en cause ce que tu dis, hein. J'essaie juste de faire comprendre qu'il y a des contraintes qui sont là, et la réalité du terrain. Ce que l'on souhaite est une chose, ce qui est bien également est une autre, mais il y a aussi la réalité du terrain, les conditions, il n'y a pas beaucoup de grossistes, sans oublier également la réaction des gens. Bon, après, chacun gère ça comme il peut, hein. Débat très chaud. Je dirais c'est déconnecté là. Comment? Je dirais qu'il s'est déconnecté. Ouais, Ah, d'accord. le débat chaud. D'autres contributions, d'autres idées? C'est bon, vous m'entendez D'autres là? contributions. Micro était Oui, là, c'est désactivé, bon. en fait. Il est revenu, il est revenu. Donc, j'étais en fait sur le deuxième volet de mon intervention. Là, quand il parlait de mettre, par exemple, on a des sites, comme il a pris le cas de Jumia et autres, qui sont, en fait, c'est des marketplaces. Donc, tous les vendeurs peuvent venir. On peut avoir plusieurs vendeurs avec le même article, n'est-ce pas? Oui. Mais par exemple, Jumia impose d'afficher le prix et, par exemple, d'avoir ce qu'on appelle une illustration et une description. Il ne faut pas venir poster des produits sans avoir une photo du produit et un prix et un descriptif. C'est-à-dire que c'est pour lutter en fait contre les produits, on va dire ça comment? C'est-à-dire que vous commandez un truc et quand on vous livre, ce n'est pas exactement ce que vous avez vu en ligne. C'est pour lutter contre ces trucs-là. Donc ça met un peu en cause, ça remet en cause, comment on appelle ça? L'argumentaire que Abdou a fourni tout à l'heure sur le fait que, bon, on donne le prix en, comment on appelle ça? En inbox pour éviter, parce que le fournisseur a certaines conditions. Non. Aujourd'hui, le e-commerce, il faut une espèce d'équité, je vais dire, dans la vente, pour que le client ait l'article au coût le plus raisonnable possible. Ou bien, s'il supporte ce qu'on appelle, comment on appelle, le facteur de différenciation du vendeur. Parce qu'il y a des vendeurs qui peuvent vous dire, bah, écoutez, moi, en plus de la livraison, bah, par exemple, je prends un exemple, je vous donne un jus, quoi. Donc, ce jus-là, normalement, vous le payez, en fait, d'une certaine manière, on va dire. Ouais, donc, ces plateformes-là aussi ont pour but de faire en sorte que les clients soient le plus satisfaits et, enfin, le moins arnaqués possible, en principe, dans l'éthique de ces sites web-là. Voilà. Donc, je voulais rebondir par rapport à l'argumentaire d'Amadou sur ça, pour montrer comment ces sites de e-commerce-là, ou comment on peut aider à cela, pour lutter contre ces arnaques-là, en fait. Et ça Ah non, vaut le coup. je tiens à rectifier, hein, ce n'est pas mon argumentaire. Je rapporte ce que les commerçants disent, la réalité, pourquoi ils le Bon, font. disons que tu es le représentant ici. N'approuve pas ni le désapprouve. Bon, ok, d'accord. Autre chose aussi, c'est que faut voir ce qu'on appelle les domaines d'application. Par exemple, chez nous, quand on prend le cas du Gabon, je ne sais pas s'il m'écoute, le speaker, Ocha. Oui. Voilà. Tu vois, par exemple, quand on parle d'e-commerce, c'est plus basé sur, on va dire ça comment, la vente des produits. Mais on a des secteurs comme l'immobilier. Par exemple, vous cherchez une maison. Chacun sait un peu comment je vais dire ça comment. Quelle tracasserie on fait face entre les 5 000 de la visite du, comment il s'appelle, Démarcheur. intermédiaire, voilà, du démarcheur, le truc d'agence, les frais d'agence, comment on appelle ça, le quoi, caution, voilà, vous voyez un peu les conditions, ce que je veux dire. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, oui. Donc, En fait, une des applications du e-commerce, c'est peut-être d'avoir une plateforme où chacun peut venir proposer son bien avec bien des conditions strictes. Quand je parle de conditions strictes, c'est l'affichage clair du prix, le descriptif en photo et en image, de telle sorte que le client s'assure que ce qu'il voit là, enfin, on assure le client que ce qu'il voit, c'est ce qui va être, comment on appelle ça? C'est ce qu'il va aller rencontrer en physique. Et puis après, au passage, voilà, on touche aussi une petite commission, tout ça. Donc, c'était un peu le deuxième volet pour dire que, bon, e-commerce, parfois pas forcément qu'on voit dans la vente. Ça peut aussi être pour réguler un secteur où il y a trop d'anarchie. Vous vous posez en, comment on appelle ça? J'oublie le terme. Vous voyez comme PayPal, pour le cas des paiements. Il y a un nom là, je ne sais pas, j'oublie, je ne sais pas si quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire.
en garant, je ne sais plus. Bon, bref. En fait, c'est que vous pouvez faire quelque chose qui va venir garantir, je vais dire ça comment, au client, que ce qu'il va solliciter comme service via votre plateforme sera exactement ce dont il va bénéficier. Je veux dire. Voilà un peu le sens de l'idée aussi dans laquelle on peut amener le e-commerce en tant que garant pour réguler un secteur où il y a trop d'anarchie, en fait. Ouais. Et dans la définition du e-commerce, donc, il y a quand même le mot commerce, donc il y a l'action de vendre quelque chose. Et, évidemment, c'est un service que vous vendez, pas tant un article. Ça peut être un service, mais en même temps, derrière, vous régulez comment on appelle ça, le domaine, et puis vous faites une marge au passage, quoi. Ouais, effectivement, j'allais dire, on peut vendre soit un produit physique, on peut vendre un service, on peut vendre un produit virtuel, donc une chanson, un film, mais il y a surtout cette action de vente. Le I vient mettre l'aspect électronique de la chose. Et donc, s'il y a une vente électronique, donc il y a forcément une transaction bancaire et qui va se passer à un moment ou à un autre. Après, une fois que vous avez une définition comme ça, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel secteur en fonction des réalités du secteur. Mais depuis le début, on parle des produits. Voilà, comme tu as bien fait de préciser, oui, ça peut être des produits virtuels aussi. Après, du coup, les gens qui ont des catalogues ou qui peuvent vendre même leurs connaissances, soit en design et autres. On peut vraiment amener ça sous plusieurs autres formes de e-commerce. Pour ceux qui n'ont pas des produits physiques à vendre. Et je vais vous faire une petite parenthèse on va en rire, c'est peut-être déplorable, mais c'est quelque chose qui marche. Il y a un gars qui nous a sollicité, par exemple, pour un truc, on va dire, d'e-commerce, mais c'est des services. C'est des services de ce qu'on appelle au Gabon des placements. Ouais, un peu. Mais c'est de manière électronique. Et son truc cartonne. Avant, pour faire simple, par exemple, le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait WhatsApp Business. Il faisait des catalogues de ses produits. Quand je parle de produits, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, les gens qui avaient son numéro voyaient les produits. Mais seulement, la contrainte, c'était qu'il fallait avoir son numéro. Après, il a posé le problème pour dire, bon, mais ceux qui n'ont pas mon numéro, il a expliqué. Le gars, il a fait un petit truc, une petite appli. C'est une APK qui n'est même pas sur le store, qui distribue, parce que c'est un réseau quand même assez fermé. Donc, les gars, ils installent le truc, et puis ils ont les services. Lui, au passage, ils touchent une com tranquille, quoi. Et ça cartonne du feu de Dieu. Vous voyez un peu? Moi, je ne parle plus haut. Non, c'est bon. On voit. C'est vrai. Ça t'entend très bien, mec. Le plus. Ça peut pas manquer. Forcément, ça cartonne. C'est là les business qui marchent toujours. Très beau business. Le gars, il a eu on va dire ça comment, le don d'ubériser la chose, comme on dit. Il a ubérisé le truc, et puis bon, voilà, quoi. Après, si on était dans un cadre légal, je pense que, voilà, il aurait peut-être investi pour avoir une solution à plus grande échelle, et puis bon, tranquille, quoi. Il se fait du beurre. Ouais. On va dépénaliser ça. En tout cas, ça aurait été mieux que ce qui a été dépénalisé actuellement. Voilà. Mais les gars, pour le mot de la fin, je vous remercie énormément pour votre contribution. La notion te remercie pour nous avoir éclairé sur le sujet. Voilà. S'il y a des questions, par exemple, un jour, vous avez une question perso, vous êtes en train de développer quelque chose comme ça, vous pouvez m'envoyer un message vers mon Insta. C'est affiché là, donc du coup, je répondrai. Si je peux apporter quelque chose, je répondrai. Alors, moi, par contre, j'ai une petite question à poser à tout le monde. Il y a quelqu'un qui a posé le problème, parce que j'étais déjà confronté à la difficulté. C'est que concrètement, aujourd'hui, j'ai de l'argent sur mon compte PayPal. Comment je fais pour le récupérer en liquide au Gabon, au guichet? Est-ce que quelqu'un a déjà résolu ce truc? Moi, je vais essayer de t'apporter une réponse. Une réponse plutôt bizarre, mais ça vaut ce que ça vaut. Concrètement, tu n'as aucun moyen de le récupérer. Ouais. Mais il y a un truc, c'est que Western Union a une application mobile qui permet de faire des transferts d'argent.
Ouais. Et dans une certaine mesure, tu peux utiliser cette application-là. Mais le plafond est limité tant que tu n'as pas vérifié ton compte en envoyant des documents et tout. C'est un truc qui se fait plutôt facilement. Mais si tu as quelqu'un ici, par exemple, qui l'a déjà fait, tu peux lui dire, ah tiens, voici ma carte. Prends-la, utilise-la ou prends mon PayPal, utilise mon PayPal pour m'envoyer ces sous-là. Mais honnêtement, je ne vois que ça comme solution. Je ne vois rien d'autre. Bon, disons que, mais chez les autres, c'est possible, puisque c'est un problème peut-être des institutions financières qui n'ont pas encore fait ce qu'il faut avec PayPal, à mon avis. Ce sont les institutions financières, en fait, parce que quand PayPal, par exemple, te permet de transférer l'argent de son service à lui vers ton compte bancaire, vers ta carte bancaire, c'est parce que ta carte bancaire le permet. Donc, parce que ta banque a pris les dispositions pour recevoir ce type de paiement, ce type de transactions, pour les traiter, pour tout ça. Donc, tant que nos banques ne se sont pas dit que c'est le moment d'y aller, ben, pour le moment, PayPal, ce sera juste pour faire sortir de l'argent et pas pour en faire entrer. Ok, allô. Ouais, Je pense qu'on est quand même arrivé à la fin. Ce serait bien qu'on lève d'abord la séance, après rentrer dans l'after de l'after, quoi. Ben ouais, mais je sens que ça va tirer. Le maître. Ok, donc déjà, merci à tout le monde, aux participants, aux talkers de nous avoir fait ce retour d'expérience-là. Déjà, une chose qu'il faut répéter, ne recréez pas la roue, hein, les gars. Utilisez WooCommerce, quoi. Pardon, s'il vous plaît, les Marcel, là, on vous connaît. Donc, petit flashback, actualité GDG, Android 11 a sorti sa bêta, comme je disais en introduction, et ils ont fourni une playlist, en fait, où ils font des vidéos pour faire un petit récap un peu des... Bon, en tant que pro Apple, je vous dis aussi qu'Apple a sorti iOS 14, hein, dans la même veine. Exactement. Donc, pour ceux qui n'ont... Franchement, il y a plein de... Tu avais vu la WWDC, hein, iOS et Android, le jour et la nuit, quoi. Maintenant, laisse ça, on va discuter de ça après. On est quand même au GDG, c'est bon. On va discuter de ça après. Donc, je disais, pour ceux qui n'ont pas assez de temps, on va faire un récap en deux sessions. Donc, la première, ce sera un récap, un meet-up. La deuxième, c'est vraiment un atelier pour toutes les personnes qui sont à l'ancienne version, comment les amener à passer sur la nouvelle version. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée et la séance est levée. Le live est toujours ouvert. D'accord. Merci à tous. J'ai une petite intervention par rapport aux moyens de paiement. Ouais. À ma connaissance, il existe un moyen de paiement. La difficulté, nous l'avons tous remarqué, c'est celle d'une banque locale qui supporte le moyen de paiement. Par contre, il y a la possibilité d'ouvrir les sociétés offshore et de se faire une carte en local ici et de l'utiliser. Ça, c'est une possibilité qui existe. Ça coûte un petit peu cher. Il faut compter dans les 500 € pour pouvoir le